Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat si vous nous rejoignez. Cet après-midi, nous parlons de ce sujet sensible, les autoroutes privatisées en 2006. À la demande du groupe Union Centriste au Sénat, une commission d'enquête chargée d'examiner le contrôle, la régulation et l'évolution de ces concessions a été créée fin janvier. Cette commission d'enquête mène donc des auditions depuis un mois. Et cet après-midi, je vous propose de regarder l'audition de Gilles Carrez, député, ancien président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Nous sommes en 2002. En 2002, Gilles de Robien est ministre de l'Équipement. Moi-même, je suis rapporteur du budget. Et nous engageons un bras de fer, à l'époque avec Bercy, pour obtenir la création d'une entité qui, à nos yeux, devait permettre de sauvegarder la capacité d'investissement de l'État dans les infrastructures de transport grâce à un processus de débudgétisation qui faisait évidemment que Bercy y était opposé. Mais moi, en tant que rapporteur du budget, je voyais que petit à petit, la capacité d'investissement de l'État était évincée au profit des dépenses de fonctionnement, de transferts sociaux, etc. Donc nous avons gagné cet arbitrage qu'a rendu Jean-Pierre Raffarin et a été créé donc en 2003 l'Agence de financement des infrastructures de transport. Et dans notre esprit, cette agence de financement devait bénéficier de la redevance domaniale des autoroutes, de la taxe d'aménagement du territoire, d'une partie des produits d'amende de radar et des dividendes des SEMCA, des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes. Il y avait également un élément très important à nos yeux, c'est que le capital de ces SEMCA avait été progressivement ouvert. Il avait été ouvert, si je prends l'exemple d'ASF, par le ministre Jean-Claude Guessot, sous le gouvernement Jospin, et on avait poursuivi cette ouverture. Et nous pensions qu'un dispositif dans lequel le privé était présent, tout en étant minoritaire, avec un contrôle public, présentait beaucoup d'avantages parce que ça a obligé à avoir une gestion très proche des clients, des usagers, compétitive si possible. Et donc on pensait que c'était un état, finalement, une situation qui devait perdurer. Malheureusement, elle n'a pas perduré longtemps puisque à la surprise générale, et c'était un changement de pied radical, dès son discours de politique générale en juin ou juillet, ça doit être fin juin 2005, Dominique de Villepin a annoncé qu'il allait privatiser ces sociétés d'économie mixte. Et l'argument qu'il a mis en avant à l'époque était celui du désendettement. Argument que, pour ma part, bien que rapporteur du budget, j'ai pas très bien compris. Et donc, j'étais très déçu et je trouvais que c'était pas une bonne décision. J'en ai fait état. Ça a été un peu compliqué. J'ai été convoqué par tel ou tel. Je ne m'avancerai pas sur les détails, mais toujours est-il que cette décision a été prise. Et déjà, à l'époque, il y avait un problème. C'est que le Parlement, le législateur, était exclu du processus. Cette privatisation, qui était quand même considérable, se faisait par simple décret à l'initiative de l'exécutif sur la base de la loi de 86. On a contesté, notamment avec François Bayrou, cette procédure. Et finalement, je crois que le Conseil d'État nous a donné tort, mais le gouvernement a accepté d'organiser un débat à l'Assemblée nationale qui a eu lieu en octobre 2005. Et entre-temps, j'avais pu travailler avec l'équipe transport de l'héritier du commissariat au plan qui était placé auprès du Premier ministre et que dirigeait à l'époque Alain Etchegoyen. Ils avaient une très bonne équipe transport. Et j'avais pu vraiment faire tout un travail d'évaluation, si malgré tout le gouvernement, puis c'était parti, décidait de privatiser, combien ça valait.
Et je dois dire que nous arrivions à des montants qui étaient substantiellement supérieurs à celui qui était à l'époque avancé à Bercy, que j'avais été rencontré dès le début juillet pour essayer de comprendre, puisque Bercy était autour de 11 milliards d'euros et nous étions plutôt à 18-20 milliards. Et j'ai compris assez vite pourquoi. À l'époque, dans ses calculs de valorisation des autoroutes, Bercy prenait un taux d'actualisation à 8% par an, avec un coefficient de risque qu'on jugeait excessif. Et nous avons fait des calculs sur la base d'une actualisation de mémoire des cash flows sur la durée de la concession de 5 à 6%, entre 4 et 6%, on a testé, et on arrivait à un prix quand même très supérieur. Bon, finalement, le prix qui a été payé a été de 14,8 milliards, mais je relisais mon intervention en octobre lors de ce débat, 2005, et j'ai insisté sur un point, si vraiment on doit privatiser, il faut absolument mettre en place un système de régulation. C'était assez nouveau à l'époque, mais dès lors qu'on est confronté à des sociétés qui ont des sortes de monopoles, en tout cas géographiques, localisés, on ne peut pas se passer de la mise en place de systèmes de régulation. Mais nous n'avions pas d'autorité de régulation à l'époque, ça n'existait pas. La RAF n'a été créée, et uniquement pour le ferroviaire, qu'en 2009. Alors, ensuite, la privatisation a eu lieu, mais d'une part, l'opinion publique était très sensibilisée à ce sujet, parce qu'il y avait des augmentations de péage. Vous connaissez l'indexation au minimum sur 70% de l'inflation. Et puis, nous, au Parlement, je crois que c'était la même chose d'ailleurs au Sénat, on éprouvait quand même une certaine frustration. Et donc, lorsque j'en ai eu la possibilité, en tant que président de la commission des finances, que je venais de devenir, c'était à l'automne 2012, j'ai utilisé le 58.2 de la LOLF pour saisir la Cour des comptes. Et la Cour a rendu son rapport, qui était un rapport extrêmement intéressant, avec des propositions. Elle l'a rendu en juillet 2013, on a eu tout un débat, et j'ai senti qu'il y avait quand même chez les collègues un certain consensus pour dire il faut qu'on regarde ce sujet de plus près et on ne peut pas les laisser complètement à la main de l'exécutif. Et nous avons, avec Christian Eckert, sur la base du rapport de la Cour des comptes, décidé de saisir l'autorité de la concurrence. Ce que nous avons fait par courrier, qu'on a signé tous les deux, Christian Eckert était rapporteur du budget, en fin novembre 2013, et l'autorité de la concurrence, que présidait à l'époque Bruno Lasserre, a rendu son avis, en fait c'était un avis, à l'été 2014. Et donc, moi j'ai tiré de tout cela, vraiment la certitude que il fallait vraiment qu'on regarde de plus près ces sujets. Mais il y a eu beaucoup de rapports, d'avis, de propositions. Et je dois dire que je reste dans l'ordre chronologique. Pour nous, la renégociation de 2015 au titre du plan routier, du plan de relance autoroutier, pour nous, c'était vraiment un échec. D'ailleurs, c'est un dossier que j'ai essayé de pousser avec mon collègue qui présidait la commission en charge des transports, Jean-Paul Chandeguet, et nous n'y sommes pas arrivés. Et donc, malgré toutes les alertes qu'on avait pu émettre, le plan de relance autoroutier a comporté une augmentation des durées de concession, ce qui est le nirvana pour les sociétés concessionnaires, de 2 à 5 ans, en contrepartie des 3 milliards et quelques de travaux. Et on avait déjà eu une première alerte, si je puis dire, une première expérience avec le plan vert issu du Grenelle, puisqu'en 2010, cette fois, là aussi, les sociétés justement privatisées avaient obtenu une prolongation de 1 an des concessions, 1 an pour tout le monde, en contrepartie d'1 milliard à l'époque, d'1 milliard de travaux.
Et j'ai cherché à avoir les données financières, et bon, nous ne les avons pas, on n'a jamais pu les avoir. Alors, à ce stade, bon, quelle conclusion j'en ai tiré, et puis je termine parce que je ne veux pas être trop long. Moi, j'ai l'impression, parce que je me suis quand même vraiment plongé dans ce dossier, on a eu tous les rapports, on a vu beaucoup de monde. Au plan technique, bon, la situation est à peu près satisfaisante. C'est-à-dire, on a une délégation de service public, par le biais du contrat de concession, assortie, dans le cahier des charges, de différents critères, indicateurs de qualité, de performance. Et comme tout cela est suivi plutôt par le ministère de l'Équipement, bon, avec des gens tout à fait compétents, ce qui est contrôle de la qualité de la chaussée, contrôle de la qualité des talus, des ouvrages d'art, des aires d'autoroute, tout ça fonctionne à peu près. Mais moi je trouve qu'il y a vraiment une insuffisance collective, du côté de l'exécutif, sur l'appréciation des données financières, des éléments économique et financier. Et c'est vraiment là, à mes yeux, où le bas blesse. Et cela à deux niveaux. D'abord, au moment où l'on signe le contrat de concession à l'origine. Le contrat de concession, c'est on construit, on entretient, on construit, on exploite, on entretient et ce point est essentiel, on le perd souvent de vue, à la fin de la concession, on remet le bien en bon état gratuitement. Ce qui explique quand même un modèle financier un peu particulier. Mais lorsqu'on signe ce contrat, je trouve que du côté de l'État, on ne se prémunit pas suffisamment par rapport aux éventuels changements de situation. Et l'exemple, moi, qui m'a le plus choqué, et là qui est lié à la privatisation de 2005-2006, c'est que, alors que la dette qui était reprise dans le cadre de cette privatisation, dette des SEMCA, au passif des SEMCA, était de 20 milliards d'euros de mémoire à peu près, à aucun moment l'État s'est posé la question, mais si les taux d'intérêt diminuent, évidemment, cette dette va être renégociée très favorablement, ça va augmenter les marges, évidemment, des sociétés exploitantes et permettre des distributions de dividendes et une rentabilité. Est-ce qu'il ne serait pas normal, face à un changement de conditions aussi important, qui est une sorte de clause de retour à meilleure fortune. Et j'ai l'impression que, du fait qu'une concession, elle est signée au risque et péril, avec tout l'enchaînement, construction, exploitation, entretien, remise, une fois que c'est signé, après, on ne se préoccupe plus trop de la manière dont ça se passe. Et ça, c'est un tort. C'est un tort. Parce que dans ces concessions, il y a une clause générale d'évolution des tarifs qui est favorable, 70% au moins de l'inflation. Certes, il y a le risque et péril sur l'évolution du trafic, mais on ne peut pas dire que l'évolution du trafic ait été défavorable. D'ailleurs, Bruno Lasserre avait commencé par dire le chiffre d'affaires entre 2006 et 2013, il a considérablement progressé. Donc ça prouve que entre l'actualisation au titre de l'inflation et puis l'évolution physique du trafic, ça se passe bien. Et donc, cela fait que on ne peut pas, l'État ne se protège pas. Et puis alors, il y a une chose qui nous a fait qui nous a profondément heurté. Vous vous souvenez peut-être que dans la loi de finances pour 2013 a été introduite une disposition de limitation de la déductibilité des frais financiers. Sauf. Et je me souviens, avec Christian Eckert, on travaille vraiment ensemble. Alors,
Christian Eckert et moi, on était absolument outrés, on a présenté des amendements, et puis on n'a pas pu obtenir gain de cause, donc il y a eu cette exemption. Et moi, j'ai découvert que l'isofiscalité, ce qu'on appelle l'isofiscalité dans les contrats de concession autoroutiers, c'est pas seulement ce que je peux comprendre, le fait qu'on ne va pas doubler la redevance domaniale ou la taxe d'aménagement du territoire, qui sont assez spécifiques, mais même sur des mesures générales qui concernent toutes les entreprises à l'IS, eh ben là, on ne peut pas... voilà. Donc, j'ai eu vraiment un sentiment profond de déséquilibre financier. Mais pour autant, je termine par là, je ne remets pas en cause le modèle de concession. Je pense que le modèle de concession, il est très intéressant. C'est un héritage d'ailleurs français. Depuis le 19e siècle, on a réalisé beaucoup de grands équipements dans le domaine de l'eau, dans le domaine des transports. Ça marche bien. Au plan local, on a des concessions, mais il faut que la puissance publique parvienne à mieux maîtriser, mieux contrôler ses intérêts. Et puis, un dernier point qui n'est pas assez mis en lumière à mon avis. Pour moi, il y a concession et concession. Quand vous faites une concession pour construire un ouvrage, par exemple le viaduc de Millau, par exemple la nouvelle autoroute entre Pau et Bordeaux, bon, là, on voit bien le modèle, mais quand vous reprenez dans une concession des équipements matures, existants, c'est quand même très différent. Et là, il y a vraiment la prise de risque sur un équipement nouveau, elle est réelle. Personne ne pouvait dire que le viaduc de Millau, il y aurait cette fréquentation. Par contre, sur des équipements existants, je ne veux pas parler d'aéroport de Paris, c'est un autre sujet, mais donc il faut vraiment distinguer. Alors après, mais là, je suis prêt à répondre aux questions. J'ai essayé de comprendre le modèle financier. Alors, j'ai vu l'autre côté, Jean de Vinci ou des Phages, avec leur équipe qui s'occupe de concessions, et je me suis fait expliquer leur modèle économique. Parce que je voulais comprendre. Parce que dès qu'il y a eu l'audition de Bruno Lasserre et Lavie, ils m'ont expliqué que l'autorité de la concurrence n'avait rien compris, n'avait pas compris leur modèle, en me disant, mais ils n'ont pas compris le fait qu'au bout de la concession, on rend l'équipement en bon état et on le rend gratuitement. Donc on ne peut pas avoir le même profil financier. Et donc j'ai essayé de comprendre. Au passage, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal de hauts fonctionnaires qui s'occupaient, qui devenaient directeurs de concessions dans des grands groupes de bâtiments et travaux publics. Tout ça m'a permis de comprendre quand même une chose. Et là, je trouve, ni dans le rapport de la Cour des comptes, ni dans celui de l'autorité de la concurrence, ils disent les choses clairement. Parce que, à partir du moment où, et c'est peut-être moi qui me trompe d'ailleurs dans mon analyse, mais je n'ai pas eu le temps d'approfondir ce point, à partir du moment où vous remettez au terme de la concession l'équipement gratuitement, votre actif est nul. Donc votre passif, c'est-à-dire votre dette au niveau de la société de concession doit être nul. Mais l'actionnaire qui a mis des billes dans la société doit aussi avoir bénéficié du remboursement de son capital. Donc les cash flows de la société concessionnaire d'autoroute doivent être très importants parce qu'ils doivent couvrir le remboursement de la dette de la société concessionnaire elle-même, mais permettre aussi, via les dividendes, de rémunérer à la fois les fonds propres et le remboursement ensuite des fonds propres de l'actionnaire. Ça, j'ai parfaitement admis, mais je leur ai posé la question, mais expliquez-moi comment vous avez pu faire emprunter de façon aussi importante vos sociétés concessionnaires pour procéder à des distributions exceptionnelles de dividendes. Et quand on regarde c'est noté d'ailleurs dans le travail de l'autorité de la concurrence, entre 2006 et 2013, fin 2013,
si, en ne tenant pas compte de Cofiroute, qui est privé depuis l'origine, le montant des dividendes distribués, donc pour les 7 SCA qui ont été privatisés, ce montant est équivalent au coût d'acquisition de 14,8 milliards. C'est 14,9 milliards. Donc, il y a quelque chose quand même qui moi, me perturbe, et je voudrais bien essayer de comprendre vraiment un peu qui a raison. Je comprends que les cash flows soient supérieurs, mais jusqu'à quel point peuvent-ils être supérieurs? Voilà les interrogations sur ce sujet. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Vincent Delahaye. Merci pour ces éléments et qui rejoignent un peu nos interrogations aussi qu'on peut avoir au niveau de cette commission d'enquête, sachant que dans ces concessions et qui ont des avantages, mais il y a toujours quelque chose qui n'a pas été pour nous éclairci, et moi ça faisait partie des motivations de la création de cette commission d'enquête, c'est ce qui est toujours évoqué, jamais bien défini, c'est l'équilibre économique et financier du contrat. Donc l'équilibre économique et financier du contrat, pour moi, il est celui de la privatisation de 2006. En fait, les cash flows qui ont été prévus à ce moment-là par les sociétés pour payer les milliards qu'ils ont versés pour acheter. Donc, et dans ces... Alors, on commence à avoir quelques éléments là-dessus, mais on ne les a pas encore tous, mais moi, je souhaite les avoir. Et dans ces éléments, il y a bien sûr le taux d'actualisation que vous avez cité, de 8%, qui nous semble énorme. Et j'ai l'impression que ce taux d'actualisation, en tout cas, par la suite, et il a été utilisé pour le protocole d'accord de 2015, un peu au dernier moment, parce que j'avais l'impression qu'on était plutôt sur 6,7, alors que l'État souhaitait 4, et que les sociétés d'autoroutes ont imposé 8. Et donc c'est intéressant de savoir, parce que je sais plus où j'ai lu, mais vos interventions à l'époque portaient déjà sur ce taux d'actualisation, sur les interrogations, et 2005, et quels sont les éléments que vous aviez à votre disposition à l'époque pour dire que 8% c'était trop et qu'il fallait moins? Et sachant que j'ai vu aussi qu'il y avait eu un rapport Lebègue en 2013 qui, lui, fixait plutôt à 4,5 ou 5% un taux d'actualisation normal. Donc c'est vrai que pour nous, je pense que c'est important de comprendre cela. Et ensuite, l'équilibre. Donc vous confirmez que l'équilibre du protocole 2015, en fait, n'a jamais été démontré, parce qu'on nous dit toujours que c'est à la fois les avenants et le protocole de 2015 ont été équilibrés. Ils sont équilibrés entre ce qu'on met à la charge des sociétés concessionnaires, notamment les travaux, et les contreparties, qui sont soit des allongements de durée de concession, soit des augmentations de tarifs. Et ça, en fait, vous n'avez jamais eu d'éléments sur ce sujet-là. Non. Monsieur Carrez. Il me semble souvenir... Votre micro. Déjà en 2005, je me demande si Daniel Lebègue n'avait pas déjà eu une mission, parce qu'il me semble me souvenir, moi je m'étais appuyé sur 2 choses, un rapport que j'avais vu qui contestait à l'époque déjà ce taux d'actualisation fixé à 8%, et puis l'équipe, mais là je n'ai pas d'éléments écrits, l'équipe transport de la rue de Martignac avec qui j'avais travaillé m'avait vraiment alerté sur ce point, en disant c'est un point fondamental, et nous estimons que le coefficient à l'intérieur de ce taux d'actualisation, il y avait une sorte de coefficient de risque qu'ils évaluaient à l'époque à 4 points, à la moitié des 8%, et ils estimaient que sur des investissements de type autoroutier, le risque trafic ne permettait pas d'avoir une actualisation de 4. Et après, oui, Daniel Lebègue a refait des travaux, et dans les propositions de la Cour des comptes ou de l'autorité de la concurrence ou de nous-mêmes, nous disons qu'il faudrait qu'on ait en fait une expertise un peu indépendante. C'est quand même des sujets qui ne sont pas si compliqués. Le sujet est bien identifié pour que on se mette d'accord compte tenu du contexte. Parce que regardez, le TRI, le taux de rendement interne, là, c'est-à-dire le taux d'intérêt qui permet d'annuler sur la période de la concession les cash flows, en trésorerie, toutes les sorties
quel est le taux d'intérêt qui permet d'annuler, de compenser les sorties d'argent et les rentrées d'argent. Bon, à partir du moment où ce TRI est toujours fixé à des niveaux très supérieurs aux taux d'intérêt qui ont fortement baissé, on a un système qui est extrêmement rentable, extrêmement avantageux. Et je trouve que là, il faut qu'on pousse la réflexion sur ces sujets. Le ministère de l'Équipement n'était pas équipé. Moi, au passage d'ailleurs, en 2005, parce que c'est des sujets complexes, j'avais demandé, on a des équipes d'administrateurs, notamment la commission des finances, puis quand on est rapporteur du budget, vraiment des administrateurs de très très grande qualité. Mais sur ces sujets-là, nous n'étions pas compétents. C'est pour ça que j'avais obtenu d'ailleurs de Pierre Mongin, qui dirigeait le cabinet de Dominique de Villepin, de pouvoir faire travailler cet organisme. Et c'est eux qui ont attiré mon attention et qui m'ont dit, il n'y a pas c'est en train de changer. Avant, il y avait un taux d'inflation très important, là, il baisse. Selon le type d'équipement, le risque est plus ou moins grand. Et donc, nous ne validons pas un taux à 8%. Et sur l'équilibre du protocole ou des avenants, vous n'avez jamais... Non. Mais non, mais on n'a pas eu les... on n'a pas eu les cahiers des charges. Nous, c'est une grande frustration. Jean-Paul Chandeguet a même démissionné. Et puis il y a eu un épisode qui a été très déplaisant. C'est que la ministre a annoncé le blocage des péages, donc mesure des tarifs. Oui, des tarifs. Oui, pardon. Le blocage des péages, c'est une histoire plus récente. Le blocage des tarifs. Et ça a un peu occulté le reste. Sous le couvert du blocage des tarifs, on a fait passer l'augmentation de la durée de concession, qui était le vrai sujet, et puis tout le calcul économique. La Cour des comptes, dans son référé de janvier 2019, fait un rapprochement, alors qui est osé, mais ils disent d'un côté 3 milliards de travaux, de l'autre 12 ou 15 milliards, je cite de mémoire, de recettes supplémentaires, de chiffre d'affaires. Bon, c'est sûr que, même si c'est la Cour, c'est un peu osé. Mais on aimerait bien avoir le calcul détaillé, et nous ne l'avons pas eu. Nous, on a convoqué la ministre de l'époque, on l'a convoquée devant la commission des finances. Je ne me souviens même plus si elle est... Je crois qu'elle a refusé de venir, tout simplement. Enfin, on a essayé de comprendre, mais... Alors, au passage, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai engagé cette affaire sur Aéroport de Paris. Parce que voter sans avoir le début de l'ombre d'un cahier des charges, juste les têtes de chapitre, quand on sait les enjeux, quand on sait que sur les autoroutes, c'était des concessions de 25 à 30 ans, là c'est une concession de 70 ans, et moi, ma démarche est partie moins d'une approche politique que de problèmes techniques, en me disant, nous votons quelque chose sans avoir les éléments, mais instruits par l'expérience. Bien, merci. Y a-t-il parmi les sénateurs présents des questions? Jérôme? Monsieur Bachere. On se connaît un peu. Depuis le siècle dernier avec Gilles Carrez. Merci, Monsieur le Président. Cher Gilles. Très important, les choses que tu as développées sur le contrôle du Parlement et l'absence des éléments du contrôle du Parlement sur ces sujets autoroutiers. D'une part, dans la procédure, avec, tu l'as rappelé, moi je ne l'avais plus du tout en tête, le sujet d'un décret qui vient des lois de 86, c'est ça, qui a permis la privatisation initiale. Oui, c'est la loi de 96. Donc là, absence de contrôle du Parlement, du coup. Absence de contrôle du Parlement sur les évaluations financières. C'est ça que tu viens de nous dire. Finalement, sur des sujets à 15 milliards par an, donc il n'y a pas de Parlement. C'est ça ? Après cette remarque, un commentaire, oui. Monsieur le Président. Oui, alors, il n'y a pas de Parlement, et puis, il n'y a pas non plus d'autorité de régulation. Parce que j'ai lu quelque part que, d'abord, les délais. L'ARAF n'a été étendu
aux équipements, enfin aux autoroutes, routes et autoroutes, qu'en 2015. Moi, je demande qu'est-ce qu'on mette de la régulation en 2005. Et on y est revenu à plusieurs reprises. Il aura fallu 10 ans. Et j'ai compris que l'ARAFER avait quand même été un peu dans la boucle du protocole de 2015. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Ça, j'ai pas. Et moi, je pense. Alors, on a fait un progrès, quand même, il faut le souligner, avec la loi de 2015, la loi Macron, puisque depuis, dorénavant, il faudra une loi pour prolonger les concessions. On devra passer par voie législative. C'est un peu en creux, c'est pas dit aussi explicitement, donc ça c'est un progrès. Mais je pense que on aurait tout à gagner à ce que le Parlement ait un peu plus d'éléments sur ce type de sujet. Et pas seulement l'autorité de régulation. On m'a dit que se développe une expertise quand même de qualité à l'ARAFER. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les recevoir. Parce que là aussi, au début, la structure, elle a du mal à trouver sa place. Puis petit à petit, elle prend de l'expérience, de l'expertise, et on a quelque chose de plus satisfaisant. Alors, dans les observations aussi, je crois que c'est la Cour des comptes, cette fois c'est en fonctionnement interministériel. Ils disent que au plan financier, sur tous les aspects financiers, Bercy, comme le ministère de référence, c'est le ministère en charge des transports, la composante financière n'était jamais vraiment traitée en interministériel. Et Bercy n'était pas toujours dans la boucle. Et c'est vrai que le ministère en charge des Transports, lui, il est plus enclin à une approche technique, à se préoccuper de tout ce qui est suivi de la concession du point de vue des indicateurs et des performances techniques et de qualité de service. Et donc, en creux, là aussi, ce n'est pas aussi explicite, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il trouve qu'en interministériel, les données financières et économiques n'ont pas suffisamment été prises en compte. Merci. Notre rapporteur interviendra tout à l'heure, mais je donne la parole à Olivier Jacquin. Merci, monsieur le député. C'est vraiment une bonne après-midi de vous entendre après monsieur de Robien. Et puis en même temps qu'on a cette information sur Aéroport de Paris, je fais un lien direct. Je pense qu'on parle de la même chose, même si le coronavirus a bon dos. Non, mais je fais le rapport parce qu'on parle de la faiblesse du Parlement et du contrôle parlementaire. On voit par quoi il faut en passer pour faire réfléchir notre État sur des questions qui ont trait à nos biens communs. Je souhaiterais, Monsieur Carrez, que vous poussiez le raisonnement sur la démonstration excellente que vous venez de faire sur l'incompréhension du modèle économique. Comment peut-on dans ce type de contrat de concession distribuer de tels dividendes alors qu'on s'approche de la fin des contrats et on ne sait pas comment on va solder cette affaire-là. Qu'est-ce que vous supputez, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous imaginez quelle serait la bonne explication de ce modèle économique au point où vous en êtes rendu de la démonstration. Ma deuxième question, c'est sur la capacité de contrôle. La concession, c'est un outil. Monsieur de Robien, qui vous précédait, lui a eu des propos quasi définitifs sur l'incapacité de l'État à ce niveau-là à contrôler efficacement les concessions. Mais je ne suis pas forcément contre des outils, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et on voit par exemple qu'au niveau des collectivités territoriales, je travaille beaucoup la question des transports. À une certaine époque, dans le transport urbain, il n'y avait pas d'ingénierie suffisante dans les collectivités et puis les grands groupes avaient une gestion assez lâche, on va dire, des choses. Ce qu'on voit depuis la LOTI est plutôt tout à fait satisfaisant en termes de maîtrise publique des services publics. Mais à ce niveau-là, au niveau des autoroutes, demain, d'ADP,
si malheureusement le gouvernement décidait d'aller jusqu'au bout, a-t-on vraiment les moyens du contrôle? Vous avez vous-même évoqué la question de la régulation qu'on a renforcée considérablement. Je me demande si ce n'est pas au détriment des pouvoirs du Parlement aussi, mais on est quand même faible dans le contrôle. Puis j'ai une dernière question qui est ouverte au vu de votre expérience, de votre parcours. Comment vous imaginez la suite de ces concessions? Que peut-on imaginer, comme l'avait dit le rapporteur dans le mémoire qui nous réunit ici, quelles alternatives au tout privé ou au tout public? Merci, Monsieur Jacquin. Monsieur Carrez, vaste sujet. Alors, bon, tout d'abord, je ne suis pas hostile au modèle concessionnaire. Je pense qu'il a fait ses preuves. Et la question qui se pose à nous, c'est que même si la délégation de service public est globale et couvre un ensemble, et donc il est normal qu'il y ait une rémunération, parce qu'il y a une prise de risque, qu'il y ait une rémunération, je dirais une bonne rémunération du concessionnaire. Ça, je trouve ça normal. Par contre, il faut se prémunir par rapport à des évolutions excessivement avantageuses. Et c'est ça que nous n'avons pas su faire jusqu'à présent. Bon, que la rentabilité, bon, si la rentabilité, le return on equity, comme le disent le ROE, enfin du point de vue de l'actionnaire, cette fois je me mets au niveau de groupe tel Vinci, par rapport à sa mise de fonds, bon, s'il est supérieur de 1, 2, 3 points à ce qui était prévu ou à d'autres activités par rapport à la prise de risque, pourquoi pas? Mais s'il est le double, là, ça n'est plus acceptable. Et dans ce qui s'est passé depuis 2006, moi, ce qui me choque profondément, c'est que nous n'ayons pas été capables de mettre en place un dispositif de prise en compte de la renégociation des emprunts. Ça, voilà. Et je crois que c'est dans la loi de 2015, ou en tout cas c'est une proposition de la Cour, mais je crois que déjà il y a quelque chose dans la loi. Il faut que dans ces contrats de concession longs, on prévoit à l'avance la possibilité de raccourcir la durée de concession ou de réduire les tarifs. Et que ce soit déclenché à partir d'une analyse qui peut être faite tous les 4-5 ans sur un contrat de... Bon, on n'a pas besoin de faire ça forcément tous les ans, et qui permettent, ce qu'on appelle ça, les clauses de retour à meilleure fortune, il y en a dans beaucoup de contrats. Donc je pense qu'il faut améliorer nos concessions de ce point de vue. Alors, la suite des concessions. Il y avait... moi, je serais partisan, pour ça que je n'étais pas content du tout quand on a prolongé ces concessions, parce qu'après tout, elles arrivaient à échéance pour les premières en 2028, bon, c'est demain, ou 2030, 2032. Bon, là, c'est plus lointain, ça s'étage de 2032 à 2036. Bon, moi, je pense, dans l'état des choses, pour ma part, du fait que ce sont des équipements matures, je ne renouvellerai pas ces concessions. Je ne les renouvellerai pas. Parce que notre montage qu'on avait imaginé avec le ministre de Robien, consistant à sauvegarder la capacité d'investissement de l'État par ce biais qui est une débudgétisation, manifestement, c'est vraiment c'est un dispositif auquel je crois profondément. Parce que regardez les budgets de l'État, année après année, bientôt on n'investira plus du tout. Et alors, on arrive aussi à un paradoxe qui est choquant. D'ailleurs, dans son référé de janvier 2019, la Cour des comptes le met en évidence. Bon, ce que souhaitent évidemment les concessionnaires, c'est le prolongement de leur concession. Donc, quand on leur propose de faire des travaux supplémentaires, ils sont en général tout à fait preneurs.
Et ils imaginent donc des travaux dits compensables, la doctrine de la compensation. Il faut que ce soit, bon, alors soit c'est des travaux, on élargit parce qu'il faut élargir, on crée une nouvelle section, ça c'est simple. Mais il y a des travaux où c'est beaucoup moins évident. D'ailleurs, la Cour des comptes pointe des cas où les travaux qui justifient une compensation en termes d'augmentation de la durée de la concession ou d'augmentation des tarifs, ben, ils étaient déjà prévus dans le cahier des charges. Donc, on ne va pas payer deux fois. Donc, moi, je pense que on peut vraiment améliorer le modèle de concession. Mais je pense aussi que, bon, si on ne le fait pas, on se retrouve dans ce paradoxe où on va faire des travaux dits utiles et nécessaires, je ne sais plus quelle est l'expression en doctrine administrative. Bon, et il va y avoir en région parisienne, vous prenez vous allez à Roissy. Enfin, dès que vous passez le péage, dès que c'est la concession, ben, c'est très bien entretenu. Enfin, monsieur le sénateur de l'Oise, c'est bien. Mais entre le boulevard périphérique et puis, ça donne une image du pays terrible. Moi, j'ai essayé de faire financer le pont de Nogent, le fameux pont de Nogent où c'est l'intersection de l'A4 et de l'A86, grâce à la concession SANEF qui démarre un peu plus loin. Donc, je veux dire par ces exemples qu'on va avoir un réseau qui est de niveau d'intérêt en termes de fréquentation largement autoroutier, mais qui pour telle ou telle raison reste état et dont l'entretien est de plus en plus lamentable, vraiment lamentable. Et puis au même moment, un peu plus loin, on va faire des travaux supplémentaires sur une section autoroutière qui est déjà très bien comme elle est. Donc si vous n'avez pas la même rigueur d'approche sur le traitement de ces travaux, on arrive à des situations absurdes. Mais c'est aussi l'occasion de dire que nos grands groupes de BTP, on en a besoin. Vraiment, ne prenez pas tout ce que j'ai dit comme des critiques. Il y a même certains, en économie, qui disent, je n'irai pas jusque-là, mais pour qu'un grand groupe comme Vinci ou FH développe bien à l'international, il faut qu'il ait de très bonnes assises sur son marché intérieur. Et par ailleurs, nos autoroutes concédées, elles sont, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais je cite, ça avait profondément choqué Bruno Lasserre, et je le revoyais récemment, il m'avait invité à un colloque justement au Conseil d'État sur les concessions, où j'étais à la même table ronde d'ailleurs que David Azéma. Et ça, non mais on a échangé vraiment, et l'un et l'autre, on avait et Bruno Lasserre me rappelle qu'il avait fait ce travail quand il dirigeait l'autorité de la concurrence, il avait été très choqué par un point. C'est qu'on avait mis dans les travaux dits compensables par une augmentation, en l'occurrence de tarifs, de péage, on avait mis dedans, je ne sais plus quelle société concessionnaire, avait mis dedans le remplacement, la mise en place des télépéages, qui permettait des réductions de personnel, améliorer la productivité, sous prétexte que ça déclenchait des économies d'émissions de carbone. Alors, là, évidemment, les bras vous en tombent. Hein, oui. Donc, et j'étais trop long, mais pour résumer, moi je pense que décortiquer, si on peut avoir les comptes d'une entreprise, moi, ils me disent, j'ai vu plusieurs fois Pierre Copé, pour ne pas le nommer, il me dit, moi mes comptes, je suis prêt à les mettre à livre ouvert. On décortique les comptes et on regarde ce modèle. Que le cash flow soit suffisamment important pour permettre le désendettement, parce qu'au terme de la concession, la dette doit être nulle. Premier point. Donc il faut payer non seulement les intérêts de la dette, mais le remboursement du capital de la dette sur la durée de la concession. Et que deuxièmement, il faille rémunérer l'actionnaire qui a mis des fonds propres et lui rembourser la totalité de ses fonds propres. Tout ça, ça se chiffre et on voit les cash flows à côté. S'il y a un bénéfice raisonnable dans les normes qu'on connaît parfaitement, très bien.
Mais si ce bénéfice est excessif, ça veut dire que le concédant s'est mal défendu. Très bien. Merci de ces précisions. Monsieur Delay, rapporteur. Oui, ce que j'entends ne m'étonne pas, quoi, et que je partage parfaitement, hein, et c'est l'objectif aussi de notre commission d'enquête, c'est de faire le point là-dessus, clarifier un petit peu l'équilibre du contrat. Je pense que sur les insuffisances des services de l'État en matière de contrôle des concessions, je pense que c'est une réalité. Bon, c'est parfois une réalité dans nos collectivités et au niveau de l'État, mais ce qu'on a pu apercevoir jusqu'à présent, c'est qu'il y a un avant et un après 2015. On a l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience en 2015 de la nécessité de renforcer sérieusement les moyens de l'État, qui sont aujourd'hui ceux de la DGITM, qui a 30 personnes, qui suit surtout bien les travaux, en fait. Techniquement, il y a moins de soucis. L'ART, qui est quand même à l'équivalent de 15 équivalents temps plein pour travailler sur les sociétés d'autoroutes, et qui, à mon avis, est bien armé pour nous aider à y voir clair. Bercy, un petit peu moins. Bercy, c'est peut-être 5-6 personnes, et on a l'impression que c'est un peu dispersé. Mais en tout cas, ça permet de voir qu'il y a quand même aujourd'hui une force de contrôle qui me paraît de nature à nous rassurer un petit peu sur un suivi plus sérieux des concessions. Donc c'est vrai que l'intérêt de notre commission d'enquête, c'est d'essayer de donner des moyens au gouvernement et à l'État, à ce gouvernement actuel et au gouvernement futur, d'être en position de négocier de façon plus intéressante vis-à-vis des sociétés concessionnaires. Et voilà, et aussi sur le plan, et c'était une de mes questions et sans doute la dernière, sur la compensation de la baisse de l'IS et la compensation du CICE. Parce que finalement, les sociétés d'autoroutes ont bénéficié du CSE, c'est pas des sommes considérables, mais enfin c'est à peu près 40-50 millions par an, et elles vont bénéficier de la baisse de l'IS. Et moi, je souhaiterais que notre commission d'enquête puisse voir de quelle façon ces baisses sont compensées, puisque on ne veut pas de hausse, ou en tout cas, il faut compenser les hausses, et les baisses devraient être compensées dans l'autre sens, à mon avis. On est d'accord là-dessus? Tout à fait, parce que regard, Monsieur Carrez. Le résultat net après impôt qui rémunère l'actionnaire, ce résultat net, il prend en compte toutes les baisses d'impôts, y compris la baisse d'IS. Et il prend en compte l'ensemble des charges qui sont en amont, et notamment les charges fiscales et sociales. Et donc, c'est vrai qu'on devrait imaginer un système dans lequel l'isofiscalité, ça joue dans les deux sens. Je pense. Il y a un point aussi, en 2015, c'est vrai que nous avons été, Jean-Paul Chanteguet et moi, nous avons été très, très, très perturbés par ce qui se passait. On a essayé, on s'est battu autant qu'on a pu, et moi j'en ai profité, parce que je suis un ancien, j'ai travaillé pendant un certain temps au ministère de l'Équipement, donc où je me dirigeais les villes nouvelles, donc jusqu'en 93, et j'ai été voir un peu... je suis allé à la Défense pour rencontrer quelques vieilles connaissances. Et j'ai senti quand même une très grande frustration de l'administration. Parce qu'ils ont eu le sentiment qu'il y avait une négociation, le couteau sous la gorge. Il fallait absolument relancer, obtenir ces 3 milliards et quelques. Ils me l'ont dit clairement. Ils auraient préféré pouvoir expertiser davantage. Ils ne s'y seraient pas pris comme ça. C'est ce que j'ai ressenti. D'accord. Merci pour ce ressenti, voilà. Monsieur le Président. Pas d'autres questions? Allez, Olivier Jacquin. Merci. Vous y connaissez en finance et en économie? Si. Mais si. Et j'aime bien vos questionnements, vos interrogations. Mais là, quand on présente un peu directement le modèle par exemple, sur l'A1 et l'A3, publique, gratuite, payée par l'impôt, et le modèle à partir de Roissy sur l'A1 concédé, on a budgétairement des situations radicalement différentes.
Dans un cas, on a une dépense annuelle pour Bercy. Dans l'autre, on a une triple recette. Vous l'avez dit, la taxe autoroutière, les retours de TVA et cerise sur le gâteau, l'impôt sur les sociétés qui revient. La variable, c'est l'usager entre ces deux modèles. Et à un moment, il faut raisonner en coût complet et en coût pour l'usager. Alors moi, je ne peux pas entendre que l'État entretient mal ses routes s'il avait les mêmes sommes que ne l'ont les concessionnaires, par ce modèle particulier qui fait que l'argent est affecté et contraint à cette utilisation-là, il n'y a pas de problème. Et je pense que nos ingénieurs sont capables d'entretenir aussi bien les routes. Mais je vous interroge sur cette approche du coût complet pour l'usager. Parce qu'en final, la question, ce n'est pas Bercy, ce n'est pas l'impôt, c'est le service public apporté aux usagers et l'efficacité de l'argent public. Moi, je m'interroge sur l'efficacité du modèle concédé en coût complet relativement à une gestion publique, sans être pour autant dogmatique. Ce qui m'intéresse, c'est la maîtrise publique du service, que l'opérateur soit privé ou public. Si le service est mieux rendu, tant mieux. Donc, je voudrais votre regard sur cette question-là. Et une autre question prospective, on a dans un texte à venir une loi 3D, des perspectives de décentralisation du réseau national non concédé. Comment voyez-vous cette question-là? Y a-t-il un lien à faire avec la gestion autoroutière? Les sociétés autoroutières, dans un rapport qui n'est jamais sorti, qui évoquait la possibilité d'adosser quelques centaines de kilomètres de réseaux autoroutiers, ces sociétés ont poussé beaucoup dans ce sens-là. Qu'est-ce que l'on peut imaginer sur ces routes nationales non concédées comme type de gestion? Et votre regard sur la gestion décentralisée, et j'en termine là, du point de vue du coût complet du service rendu à l'usager. On a décentralisé les routes nationales. Elles se trouvent être plutôt en meilleur état, même si ça n'est pas sans problème pour les collectivités territoriales qui les portent. On a décentralisé les lycées. Le service rendu est objectivement meilleur. N'y a-t-il pas des pistes là-dessus, sur cette gestion décentralisée et le futur du réseau routier national non concédé et du réseau autoroutier? Merci. Monsieur Carrez. Alors, à bientôt, Vincent. Tout d'abord, il faut malheureusement être réaliste par rapport aux évolutions budgétaires. Avec des déficits aussi importants qui ont appelé par ailleurs la mise en place de plus en plus dure de mesures de régulation budgétaire. Je crois que on est dans l'incapacité aujourd'hui de traiter correctement des investissements routiers qui exigeraient une approche pluriannuelle avec des enveloppes garanties sur une base pluriannuelle et on n'y arrive pas. Regardez quels sont en fin d'année les programmes qui font l'objet d'annulation de crédit. C'est toujours les programmes routiers. Alors bien sûr, et le gouvernement a eu raison. On a réduit la réserve de précaution. Elle est redescendue à 3%, mais là, elle est remontée à 4%. Elle était montée à 8%. Et tout était concentré. Moi, je me souviens sous la précédente législature, mais on avait déjà commencé avant. Mon propos est absolument pas... c'est le gouvernement, quelles que soient les majorités qui le représentent. Le budget de l'État est petit à petit... cannibalisé par les transferts sociaux. La masse salariale, mais surtout les transferts sociaux. Donc l'investissement, regardez la difficulté qu'on a avec les lois de programmation militaire. Donc il faut s'y prendre autrement. Et la décentralisation d'une partie du réseau, c'est une réponse. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, il est mieux entretenu. Aujourd'hui, là où il y a problème, c'est dans tous ces axes, j'y suis peut-être plus sensible parce que je suis élu francilien, mais tous ces axes qui mènent à nos autoroutes, qui sont dans un état, je crois que c'est la SANEF qui a proposé, oui c'est elle qui a l'autoroute du Nord, ils ont fait une proposition il n'y a pas longtemps, si vous m'augmentez un peu ma durée de concession, oui c'était plutôt ça,
en contrepartie 6 mois, seulement 6 mois. Vous me l'augmentez de 6 mois et j'investis plusieurs centaines de millions pour traiter jusqu'à Roissy. Bon, je sais bien en coût complet, mais c'est assez tentant, à condition que le deal soit équilibré. Parce qu'on sait au moins que ça va se faire. Alors que là, on ne sait pas trop si d'ici les Jeux Olympiques, l'État sera en mesure de refaire cette partie. Nous, on avait une vision peut-être idéalisée, mais je me souviens très bien des discussions, parce que je connaissais très bien le directeur de cabinet de Gilles de Robien, Pierre Graff, qui était avec moi aux Villes Nouvelles, donc on connaissait. Nous, on avait de gros espoirs dans la FIT, parce qu'on tenait le raisonnement suivant. D'abord, on garde nos sociétés d'économie mixte à contrôle public. Le privé, c'était le cas d'ASF, Vinci, il monte à 49%, mais le public, donc il y a une gestion quand même très challenging, enfin je ne sais pas comment, voilà, une gestion exigeante. Et par ailleurs, la FIT, c'est une sorte de holding qui apporte les financements pour précisément le réseau non concédé. Et donc, avec un contrôle public, et je réponds très directement à votre question, un contrôle public quand même sur des sociétés, des SEMCA, avec des systèmes de concession, et le même contrôle public sur la partie non concédée, on arrivera à avoir une certaine harmonisation dans les financements et dans les exigences techniques, ce sera beaucoup plus facile de coordonner. Alors peut-être que c'était une vision un peu idyllique, mais c'était ce qui nous guidait. On était quelques-uns, enfin, mon collègue, pour ne pas le nommer, Michel Bouvard, qui connaissait bien ces sujets, on était, et on avait gagné cet arbitrage. Mais ça n'a jamais, ça n'a pas fonctionné. La FIT, de mémoire, la FIT a commencé à fonctionner au 1er janvier 2004, et en juillet 2005, et puis la FIT a toujours été en manque de crédit, et puis surtout, c'est dédié, c'est orienté surtout sur les infrastructures ferroviaires, ce qui était nécessaire. Mais alors, une autre question. Moi, on me dit, à cause de la directive Eurovignette, si on reprend les concessions, l'idée, c'est quand même de continuer à faire payer. Alors, comment on s'y prend ? Parce que, au terme des concessions, normalement, on ne peut plus demander un péage, enfin, je crois. Donc, comment on s'y prend ? Mais, nos concitoyens, ils protestent quand il y a des augmentations de péages importantes. Mais ils sont quand même habitués à payer. Et que de fois j'entends, oui, on paye, d'accord, mais on a quand même on a un service. Il n'y a pas une contestation fondamentale. Enfin, la notion d'autoroute gratuite, il ne faut surtout pas s'embarquer là-dedans, parce que, à mes yeux, ce serait catastrophique, mais l'autoroute payante, ce n'est pas contesté. Voilà, vous avez pu suivre l'audition de Gilles Carrez, député, ancien président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Une audition devant la commission d'enquête du Sénat chargée d'examiner le contrôle, la régulation et l'évolution de ces concessions autoroutières. Je vous rappelle que sur cette thématique, comme sur l'ensemble des sujets parlementaires, vous pouvez retrouver tous les articles de notre rédaction sur notre site publicsénat.fr. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Restez sur Public Sénat.